Ça. Tranche de vie. Petit voyage à travers nos existences. Chers auditeurs, aujourd'hui, dans les studios de RLP, deux invités qui viennent de très loin. Yumiko Yamada et Shinji Yamada. D'après leur nom, vous voyez que ce sont des personnes qui viennent du Japon. Mais ce sont aussi des personnes qui vivent et qui travaillent depuis des années dans un territoire qui est presque aussi éloigné que le Japon, qui s'appelle la Nouvelle-Calédonie. Et donc, Shinji et Yumiko ont accepté de nous parler à la fois du Japon et de la Nouvelle-Calédonie. Yumiko, bonjour. Bonjour. Et depuis quand vivez-vous en Nouvelle-Calédonie ? Moi, j'habite depuis 1984 à Nouvelle-Calédonie. 1984, ça veut dire plus de 30 ans. Oui, plus de 30 ans que j'habite. Et donc, vous avez des enfants ? Oui, j'ai 12 enfants qui sont nés là-bas. Qui sont nés en Nouvelle-Calédonie. Oui. Et alors, qu'est-ce qui vous a amené en Nouvelle-Calédonie qu'est-ce qui vous a amené vous ? Qu'est-ce qui a amené votre mari Shinji dans ce territoire français du Pacifique ? Moi, c'est depuis longtemps, j'ai voulu être professeur de japonais dans un pays étranger. Et puis, quand j'étais jeune, j'ai cherché partout dans le monde. Et la Nouvelle-Calédonie m'a accepté, voilà, donc je suis allée là-bas. Et puis là-bas, que j'ai rencontré mon mari, Shinji, qui est venu travailler pour monter la société de pêche. D'accord. Alors, je vais me tourner maintenant vers Shinji et puis lui demander aussi comment il se trouve. Alors, Yumiko vient de nous révéler le secret. Il est venu en Nouvelle-Calédonie pour pêcher. Mais pour pêcher quoi, Shinji ? Oui, alors, pêche de thon. Oui. Oui. Voilà, c'est avec on dit c'est longue ligne. Oui. C'est comment ? Oui, la longue ligne. Oui, c'est un peu donc c'est pêche industrielle. Oui. Donc sur le bateau, il y a une vingtaine d'équipages. Et le bateau qui naviguait pendant un mois et demi, voilà. Et puis après c'est transbordé. Vers le Japon sur un bateau mer ou oui. directement au Japon ? Non, sur un bateau mer. Oui. Et donc il y a des bateaux frigo qui arrivent à Nouméa, à Nouvelle-Calédonie, et puis voilà, exportés au Vous Japon. avez travaillé pour c'était une compagnie japonaise. Voilà, ça c'est franco-japonais, mais c'est oui. Et alors c'est là donc en Nouvelle-Calédonie que vous avez rencontré Yumiko. Vous travaillez toujours dans la pêche ? Non, j'ai continué pendant 10 ans depuis, donc c'est 86, et après j'ai arrêté, et puis maintenant je fais on dit coordinateur pour le tournage de télévision japonaise. Ah bon, mais alors là vous avez changé complètement d'orientation ? Oui, c'est vrai. Et vous étiez préparé à ça, à ce nouveau métier ? Oui, c'est vraiment, c'était nouveau. Vous l'avez appris comme ça sur le tas, comme on dit ? Oui, c'est directement, ça veut dire, il y a, donc c'est Nouvelle-Calédonie Tourisme, c'est un bureau de la promotion de tourisme. Promotion du tourisme japonais en Nouvelle-Calédonie ? Oui, mais c'est pas que le japonais, mais c'est comme il y a des équipes japonaises qui viennent pour l'émission de touristique, etc. Oui. Donc, ils cherchent quelqu'un et puis c'est par hasard. Quelqu'un connaissant bien le pays ? Puisque là, déjà, vous y étiez depuis un moment. Oui, mais c'est pas très... Oui, moi, j'ai jamais travaillé dans le domaine du tourisme. Oui, donc, pour moi, c'est vraiment...
je n'ai pas plaidé pour faire ça, mais c'est oui, ouais, enfin, maintenant, obligé de faire ça. Oui, et puis ça fait plus de 20 ans que je travaille. Ouais. Donc maintenant, vous connaissez bien à la fois très bien la Nouvelle-Calédonie et très bien le domaine de la promotion touristique. Oui, je pense que ça fait plus de 20 ans que je travaille. Parce que là, votre promotion touristique de ce territoire, elle est orientée aussi vers les autres fournisseurs de tourisme de la région, l'Australie par exemple. Ouais. Oui. Oui, mais moi, c'est travaille que l'équipe pour l'équipe. Et vous travaillez uniquement avec des équipes japonaises, mais... grâce à votre connaissance, bien sûr, de la langue. Et donc, voilà, très bien. Et vous, Yumiko, alors, est-ce que vous avez continué, vous avez pu faire votre enseignement comme vous le souhaitiez? Expliquez-nous un petit peu votre carrière en Nouvelle-Calédonie. D'accord. Donc, c'est quand je suis arrivée, et il n'y avait pas beaucoup de professeurs de japonais. Et donc, ça c'est... Moi, j'ai tout préparé pour tous les dossiers, mais des gens locaux, même pas, ils n'ont pas vu les dossiers. Ils m'ont simplement demandé, est-ce que vous êtes japonaise? J'ai dit oui, et ils m'ont occulté tout de suite. Mais voilà, et puis le temps passé, donc ça c'était le juste moment qu'ils ont lancé enseignement japonais dans les écoles publiques. Donc, j'ai commencé à enseigner. Mais après, ça c'est de plus en plus, ça c'est comme les locaux sont revenus sur le place. Donc, la situation était devenue difficile pour les étrangers. Donc, ça j'ai pensé que de plein de diplômes français. Donc, c'est après, j'ai travaillé à l'école, au collège, au lycée, en même temps que j'ai commencé de faire mes études. Oui. Donc, alors là, vous voulez dire que c'est devenu difficile pour vous d'enseigner dans les établissements publics parce que vous n'aviez pas les diplômes français. Voilà, exactement. Et donc, vous avez été obligé de recommencer vos études pour faire valider vos diplômes. Voilà, c'est ça. Donc, ça veut dire que je continue à travailler. Mais en même temps, je me suis inscrite à l'université française. Et puis, chaque période d'examen en France, donc je suis allée à Paris pour présenter l'examen. Voilà. Donc, chers auditeurs, là, vous avez un bel exemple de persévérance japonaise. Et ce n'est pas le seul exemple que nous offre Yumiko, parce qu'elle va nous expliquer aussi que après avoir complété complètement son cursus français, ce qui l'a permis d'enseigner maintenant dans des établissements du second degré comme un professeur titulaire de diplôme français. Elle ne s'est pas arrêtée là, mais elle a décidé de faire une thèse. Oui, et cette thèse, elle porte sur quoi, Yumiko ? Voilà, donc ça c'est complètement différent que mes cursus de professeur de japonais. Donc ça c'est ce que j'ai fait ma thèse sur les problèmes de l'histoire des îles Kuriles. Des îles Kuriles. Oui. Des îles Kuriles, alors pour les auditeurs qui s'y connaîtraient pas beaucoup en géographie, les îles Kuriles, c'est un chapelet d'îles qui s'étend entre le sud du Kamtchatka et le nord de l'île d'Hokkaido, qui est la plus septentrionale des îles de l'archipel japonais. Et qu'est-ce qui a motivé votre intérêt pour ces îles Kuriles ? Au début, j'étais très étonnée qu'un professeur à l'université m'a proposé de travailler, parce que je ne suis pas... je n'ai jamais été dans ce domaine. Ma domaine était la langue, et puis la langue japonaise. Oui. Mais et puis, ce n'était pas non plus votre domaine géographique, parce que vous m'avez dit que vous étiez originaire de l'extrême sud. Voilà, oui. C'est comme si un Corse faisait une thèse sur le nord de la France. Voilà, mais ils m'ont simplement demandé où ils ne veulent pas savoir spécialement tous les détails, ils veulent savoir comment les Japonais ordinaires pensent. Donc, si quelqu'un qui pratique japonais, français, et puis c'est quelqu'un d'ordinaire, c'est suffit. Voilà. Et puis ça m'intéressait aussi d'ouvrir à d'autres domaines, pas seulement la langue.
ça c'est encore plus général, l'histoire, et puis géographie, politique, ça m'a vraiment motivé. Voilà, le problème géopolitique des Kourils, là aussi, pour les auditeurs. Qu'est-ce qui s'est passé en 1945? Le Japon était vaincu et donc les Russes en ont profité pour voler quelques-unes des Kourils au Japon. Et maintenant, le Japon veut récupérer ces îles depuis 1945. Et justement, ça a été tout récemment, là, il y a 2 jours, un des sujets qui ont été abordés lors de la visite du premier ministre japonais Abe à Vladimir Poutine, qui lui a répondu que non, il n'était pas question de signer un traité de paix avec le Japon et de restituer ces îles. Donc vous voyez, c'est un problème chaud et grave. Mais voilà, à quoi s'est attelé Yumiko, qui a publié sa thèse. Et voilà, donc c'est une des cordes de plus qu'elle a à son arc. Et Shinji, de son côté, lui aussi, a ajouté des choses à sa connaissance du milieu calédonien, puisque maintenant, je crois qu'il s'intéresse à une forme particulière de vie sur l'archipel, qui est les populations d'oiseaux. Oui, justement, c'est avant de venir ici, c'est juste avant Noël, j'ai fait le tournage d'une émission télé de NHK, c'est une chaîne nationale japonaise. Oui, NHK, oui, qui est connue, oui. Et donc, vous pouvez nous dire en japonais ce que veut dire NHK? NHK, c'est NHK. Oui. Ouais, oui. Et en japonais, comment on l'appelle? On l'appelle NHK. Nippon Hoso Kyokai. Ah, voilà, d'accord. Voilà. Et donc, c'est une émission pour donc, c'est documentaire naturel. Et comment on a fait à peu près 50 jours de tournage sur les oiseaux de Nouvelle-Calédonie. Sur les oiseaux de Nouvelle-Calédonie. Voilà. Donc là, vous êtes passé de la promotion touristique à la promotion des milieux naturels et... Parce que, là aussi, je vais ajouter rapidement pour les auditeurs que le milieu naturel de Nouvelle-Calédonie est d'un intérêt exceptionnel pour tous les biologistes, qu'il s'agisse aussi bien du milieu marin que du milieu terrestre, et en particulier du milieu terrestre, parce que cet archipel est resté isolé pendant des millions et des millions d'années, et par conséquent, il y a des formes de vie très particulières qui s'y sont développées. En particulier les oiseaux. Oui, voilà, donc on a à peu près 3 différents oiseaux. Donc c'est présenté d'abord, c'est kagu, c'est emblème de... Le kagu, voilà, oui, qui est devenu l'emblème de la Nouvelle-Calédonie. Voilà, c'est ça. Alors c'est un petit oiseau assez bas, la taille un peu plus d'un pigeon, à peu près, et qui a une espèce de crête derrière la tête, là, comme s'il se peignait les cheveux en arrière, et qui présente quelle particularité, Shinji? Oui, alors donc il a oublié pour voler, donc voilà. Il vole pas et il laisse, mais c'est comme il n'y a pas de ennemi. Voilà, oui. C'est une véritable relique vivante parce qu'il n'y avait pas de prédateurs en Nouvelle-Calédonie, de prédateurs naturels, et donc du coup il n'a pas eu besoin de voler, il a perdu ses ailes. Donc c'est un oiseau marcheur qui se promène dans les forêts comme ça. Et voilà, donc, mais aujourd'hui il y a beaucoup de problèmes avec le chien sauvage, donc il est bien menacé. Voilà, parce que il y a des prédateurs qui ont été introduits par l'homme, alors les chiens, les chats sauvages, et voilà, qui mettent à mal ce malheureux kagu qui est une véritable relique vivante. Et d'autres oiseaux? Oui, donc c'est deuxième, c'était sur le local à Nouvelle-Calédonie, on appelle wapipi. C'est un petit oiseau. Il y a des problèmes. Il y a des coco. Comment dire? Coco. Oui, coco. Je ne sais pas comment on dit. C'est coucou. Oui. C'est le nombre d'oiseaux. Ah, c'est des sortes de coucous alors. Non, ça veut dire c'est coucou. Il poussait dans l'œuf de oui, wapipi. c'est ça. Voilà, c'est ça. Oui.
Alors, il y a un oiseau qui vit en Europe, qui s'appelle le coucou, et qui a l'habitude d'aller s'installer dans le nid des autres oiseaux, et d'éliminer les œufs ou les couvées de ces autres oiseaux. Voilà. Donc, il y a ça aussi en Nouvelle-Calédonie. Voilà. Une forme de coucou qui menace le Wapipi. Mais c'est Wapipi pour protéger donc c'est le poussin là. Donc c'est comment normalement c'est il distinguait le ouf si c'est son comment le ouf de le Wapipi reconnaît ses œufs et il distingue ses œufs du mais coucou. C'est habituel, c'est comment donc c'est les parents, ils poussent d'eau donc ils vont jeter dehors les œufs du prédateur du coucou, de l'occupant illégal. Voilà, donc mais c'est le particulier de Wapipi, il attend jusqu'à la naissance de poussin. Ensuite, il pousse extérieur le donc, poussin. Au lieu d'éliminer les œufs, c'est le nouveau-né du coucou qui est poussé hors du nid par le Wapipi. Donc c'est une illustration de l'intelligence des oiseaux, qui a été observée par... 50 jours de tournage, vous avez dû crapahuter, comme on dit, sérieusement dans la nature, parce que la nature calédonienne, c'est pas toujours facile de se déplacer et de... Oui, c'est vrai, mais c'est justement, l'équipe a choisi le moment de reproduction donc c'était bien passé, mais c'est avec beaucoup d'aide de recherche sur place, donc si nous seulement équipe de télé, c'est pas possible. D'accord. Alors le temps passe horriblement vite et maintenant on est obligé de s'arrêter sur ce sujet passionnant des oiseaux. Quand vous êtes en Nouvelle-Calédonie, j'imagine que vous avez conservé des liens quand même avec le Japon, puisque vous voyez des Japonais régulièrement, soit des équipes de tournage, soit des touristes qui viennent. Vous êtes, je crois que j'ai dit que Yumiko était originaire du sud du Japon, des îles qui sont les plus au sud du Japon. Vous, Shinji, vous êtes originaire de Osaka, donc vous êtes un homme des grandes villes de la grande île de Honshu. Et est-ce que le Japon vous manque? Est-ce que vous y retournez régulièrement? Oui, on a essayé pour retourner, mais c'est quand même, c'est tous les 2 ans. Tous les 2 ans, vous retournez au Japon. Vous avez encore tous les deux de la famille là-bas? Oui, toute la famille. Donc vous maintenez les liens. Et alors l'intérêt de la Nouvelle-Calédonie pour le Japon, il vient de l'attrait de la clientèle touristique. Bien sûr de la Nouvelle-Calédonie pour la clientèle touristique japonaise. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui apprennent le japonais? Oui, ça veut dire en Nouvelle-Calédonie, c'est dans les écoles secondaires, il y a des 12e langues étrangères japonais. Donc ça c'est d'abord le plus nombreux c'est l'espagnol, mais le Japon, quand même, prend le 12e place. Parce que les territoires hispanophones, il y en a quand même, ils sont quand même assez loin de la Nouvelle-Calédonie. Donc c'est tout naturel qu'on apprenne cette langue, et puis l'anglais, bien entendu, puisque il y a les grands territoires anglophones de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande à proximité. Alors, vous êtes là en France, vous parlez français, puisque vous avez appris à parler français en Nouvelle-Calédonie. Et qu'est-ce qui vous attire comme ça en Europe, puisque vous revenez périodiquement voir la France et d'autres pays européens, et puis faire une petite visite à vos vieux amis aussi à l'occasion? Ah oui, ça c'est... D'abord, c'est la Nouvelle-Calédonie, c'est se situe en Pacifique, mais c'est un pays France. Donc ça c'est autour de nous, c'est vraiment petite France en Pacifique. Donc comme on entend bien, la France, ça on a envie de visiter parce que on fait beaucoup de connaissances sur la Nouvelle-Calédonie, mais ce sont comme Jean-François, la plupart des amis sont venus de la France. Donc ça c'est d'abord on aimerait bien rencontrer des amis qui a fait la connaissance sur la Nouvelle-Calédonie. Et puis encore,
c'est comme le Japon, là, quand même, c'est l'Europe, la France, il y a des, comment on dit, l'histoire, et puis la culture vraiment riche qui n'existait pas en Nouvelle-Calédonie. Voilà. Ça, c'est vraiment, ça nous tire beaucoup. Vous êtes l'un et l'autre curieux d'Europe, de la même façon que beaucoup d'Européens sont curieux de la civilisation japonaise, de la grande civilisation japonaise. Oui. Shinji, Yumiko, le temps qui nous est imparti est malheureusement écoulé. Je vous remercie beaucoup d'être passé à RLP pour témoigner de votre vie si intéressante. Et je vous dis à la prochaine fois, dans quelques années, quand vous reviendrez nous voir. D'accord. Merci beaucoup. Merci Jean-François. Au revoir. Au revoir. C'était Tranche de vie, une émission proposée par Jean-François.